Moi, je pense que tant qu'on considère la souveraineté comme un objectif, on est dans l'erreur. On n'a pas tous la même définition de la souveraineté. Moi, je dirais que c'est une capacité à avoir une autonomie de décision. Mais globalement, qu'est-ce que c'est le renseignement? La menace peut venir aussi des gens qu'on va embaucher en local, qui vont être dans l'entreprise et qui peuvent causer des problèmes en interne. Tout le monde est concerné d'une manière ou d'une autre parce que nous avons tous des attaques par la supply chain. Pour les États-Unis, la Chine est la première menace cyber. L'actualité fait que depuis 6 mois, on a eu un regain important de demandes sur ce module-là. La cyber peut être utilisée pour faire de l'atteinte à l'image purement et simplement. Et ça, c'est un vrai problème. Bonsoir à tous et bienvenue à cette nouvelle émission des tables rondes des experts de Risque Intel Media. Ce soir, en partenariat avec Recorded Future, on va parler du risque géopolitique, mais surtout, est-ce que le risque géopolitique est devenu un risque cyber comme un autre? Pour en débattre, aujourd'hui, on a 4 experts qui vont répondre à mes questions, potentiellement également aux vôtres. Mais avant de commencer, on va leur donner la possibilité de se présenter à nous et je vais commencer par Louise Delabarre. Bonsoir, Louise Delabarre. Donc moi, je travaille chez Recorded Future depuis un peu plus d'une année. Bientôt presque 25 ans dans la cybersécurité. J'ai choisi de faire du renseignement sur la menace. Je crois que c'est un bon complément de à peu près tous les postes que j'ai pu occuper jusqu'à maintenant. Je pense que c'est un rôle central en cyber. Merci. Baptiste Robert. Bonjour, merci de m'accueillir ici. Donc Baptiste Robert, je me suis fait connaître comme hacker éthique il y a une petite dizaine d'années maintenant et j'ai fondé Predictalab, une société qui fait également de l'OSINT, de l'open source intelligence, on va probablement en parler. Et notre métier, ça va être d'investiguer, d'enquêter sur des personnes physiques comme des personnes morales dans différents types de contextes. Nomei Opalinski. Donc Nomai Opalinski, je suis analyste chez Cassini, un cabinet d'analyse en géopolitique. Je suis aussi chercheur chez Géode, un laboratoire de recherche à l'Université Paris 8. Et mes travaux de thèse portent sur la cyberstratégie chinoise et notamment les investissements chinois dans les infrastructures numériques dans des pays comme le Pakistan par exemple. Et Marjorie Borde. Bonsoir à tous, Marjorie. Donc moi, je travaille chez Capgemini. Je suis groupe CISO. Avec mes équipes, nous protégeons un peu plus de 400 000 collaborateurs. Ça va faire un peu plus de 10 ans que je fais de la cybersécurité. Et merci Yacine pour cette invitation parce que la géopolitique, c'est un sujet qui me tient à cœur. J'ai un doctorat en sciences politiques sur les garanties de sécurité, notamment au Moyen-Orient. Donc pour moi, ça me tenait à cœur d'être là ce soir. Merci. Bien, je suis ravie de vous avoir. On a une belle table quand même, je trouve, aujourd'hui, avec des profils bien différents. Donc, on va vraiment pouvoir décortiquer cette thématique. Alors, j'ai envie de commencer cette émission, notamment avec une actualité qui date déjà, mais qui, je pense, s'inscrit bien dans le thème d'aujourd'hui, qui est celle de fin décembre 2025. On s'en rappelle, la Poste a été frappée en 10 jours par des DDoS assez massifs, donc qui ont été justement revendiqués par NoName 057, donc un groupe pro-russe qui attaquait justement les pays qui soutenaient l'Ukraine. Bon, la France en fait partie. Je le rappelle, ils l'ont fait à 2 moments stratégiques, puisque un, c'était juste la veille de Noël et le second, c'était la veille de Nouvel An. Donc quand on dit à chaque fois que ça tombe à des moments précis, eh bien, on l'a bien prouvé. Est-ce que vous pensez que ce type d'attaque à visée politique sera amené à se multiplier, d'autant plus qu'en 2027, on rentre dans les présidentielles? Mais avant que vous me répondiez, j'ai également envie que le public se joigne à nous, donc je vais aussi poser la même question au public et vous pourrez voter par oui, non, peut-être. Selon vous, les élections présidentielles françaises de 2027 seront-elles davantage perturbées par des cyberattaques et des opérations d'influence qu'en 2022? Je vous laisse répondre, et surtout je vous laisse vous me répondre. Qui veut se lancer? Moi, je peux commencer une réponse. Le déni de service est aujourd'hui... donc le DDoS est aujourd'hui une arme qui est, je pense, pas mal utilisée par certains groupes. Tu as cité NoName 56. Aujourd'hui, l'outil est simple à utiliser, c'est facile à mettre en œuvre, et avec peut-être un côté communautaire. C'est le cas de NoName. On peut en plus avoir toute une communauté qui aide le groupe, mais avec à chaque fois un impact assez fort, et on le voit aujourd'hui avec, en effet, c'est à Noël et le jour de l'an, mais les élections qui approchent. Je pense que la méthode d'attaque d'IDOS est particulièrement bien adaptée à des acteurs qui veulent faire passer un message. Donc, en l'occurrence, c'était surtout pour attaquer les gens qui soutenaient l'Ukraine, montrer que on a également nos vulnérabilités. Donc, le DDoS, je pense, s'adapte bien à ce type de message ou d'attaque en tout cas.
Vous en pensez quoi? Alors, sur l'attaque de la Poste, si on revient un petit peu sur cet épisode-là, l'attaque, le DDoS qui a eu lieu en 2 temps sur la Poste a eu des répercussions dans la vie réelle. Et il y a pas tant d'exemples, il y en a de plus en plus, mais il n'y a pas tant d'exemples que ça où le cyber se transforme va de l'espace numérique à l'espace physique. Et la conséquence directe de cette attaque DDoS, qui est effectivement quelque chose qui n'est pas techniquement extrêmement complexe, elle a été que les postiers n'étaient plus en capacité, dans une période d'affluence, de livrer des colis, purement et simplement. Moi, j'ai des postiers dans ma famille, littéralement, et ils étaient aveugles. Ils étaient incapables de livrer les colis. Et tout ça, effectivement, on est sur une attaque qui est facile, pas très compliquée, pas très technique, mais qui a une incidence directe. Et ce qu'il faut dire, c'est que la Poste, c'est pas parce que la Poste n'est pas bon qu'ils se sont fait avoir. La Poste avait de l'anti-DDoS, mais le collectif et le projet DDoSia qui est au-dessus de tout ça a ciblé un système qui était lui vulnérable et qui a permis de faire tomber tout le reste en cascade. Donc ça nous ramène aussi à nos vulnérabilités, et il faut mettre les choses en parallèle, c'est-à-dire qu'il y a la technicité des attaques qui est une chose. On peut se faire attaquer par des choses faciles, mais ces techniques faciles peuvent avoir des conséquences plutôt graves. Et après, il y a tout ce qui est atteinte aux images, à l'image. On va rentrer dans des périodes d'élections, avec beaucoup d'élections, que ce soit en France, mais également en Europe et un peu partout dans le monde. L'atteinte à l'image, la cyber peut être utilisée pour faire de l'atteinte à l'image purement et simplement. Et ça, c'est un vrai problème. Plus que dans un épisode comme ça, les Français peuvent se dire non, en fait, on n'est pas protégé. Personne, mais qu'est-ce qu'ils font? Et c'était le but un peu. C'est la perte de confiance finalement. Complètement le but. C'était le peuple. Ouais, en fait, c'est fragiliser le processus démocratique, je pense, et puis du coup fragiliser le régime politique. Et c'est pas il y a eu plusieurs cas comme ça qui se sont passés. Je crois que c'est en 2015 où on avait Cosiber et Fancyber qui se sont attaqués au processus électoral aux États-Unis. 2017 aussi, Emmanuel Macron. Finalement, il s'est avéré qu'il y avait probablement un peu d'ingérence là-dedans. Donc, nous, de notre point de vue, bien sûr que sur les élections l'année prochaine, il va y avoir un risque accru là-dessus. Et puis, à partir du moment où le processus démocratique est impacté, la réalité politique du pays l'est aussi. Et je pense que ça fait partie d'un des objectifs, en plus du gain de visibilité dont tu parlais tout à l'heure. J'ajouterais peut-être un point technique. On a la Coupe du Monde de foot qui arrive là bientôt, hébergée principalement par les États-Unis, pas uniquement les États-Unis, mais principalement par les États-Unis. On sait l'actualité au Moyen-Orient. Bon, on peut prédire sûrement des choses comme des attaques DDoS, pas uniquement, mais peut-être des attaques DDoS, parce que comme on vient de le dire, c'est assez facile. Et surtout, là, si on rentre un peu dans la technique, on s'aperçoit aussi que l'utilisation de devices comme l'IoT, les caméras, les routeurs à la maison, enfin tous ces millions de devices utilisés pour faire ces attaques DDoS font que ces attaques sont aussi extrêmement efficaces. Il fut une époque où il fallait quand même corrompre des systèmes assez importants, donc c'était pas évident de préparer ce type d'attaque. Aujourd'hui, il suffit qu'on ait peut-être injecté du code dans un routeur ou un type de caméra de surveillance, et on a immédiatement des milliers ou des millions de devices qui seront utilisés pour cette attaque. Donc j'ai pas de boule de cristal, mais bon, la Coupe du Monde avec l'activité au Moyen-Orient risque d'être l'objet de ce type d'attaque. Et pour remettre en perspective, du point de vue du contexte géopolitique, c'est assez probable qu'il y ait des manœuvres qui soient menées, donc des manœuvres qui peuvent être cyber, mais aussi plutôt liées à ce qu'on va appeler de la lutte informatique d'influence. Le contexte actuel, c'est que la Russie, elle dispose d'un dispositif qui est déjà mature, avec notamment des acteurs para-étatiques. Nous, on a pu l'étudier notamment chez Cassini, qui prépare des opérations en amont des élections dans différents pays européens. Il y a notamment une agence qui s'appelle la Social Design Agency en Russie qui prépare ce type d'opérations. Et donc ces opérations, elles mêlent aussi bien des actions physiques de déstabilisation, on a vu aussi en région parisienne, mais aussi parfois elles peuvent s'appuyer sur des acteurs qui viennent du monde criminel, notamment du monde cybercriminel. Et on a pu repérer des modes opératoires où l'extraction de certaines informations et de données peuvent ensuite être utilisées dans le cadre d'opérations informationnelles. Il faut bien savoir que pour le service européen d'action extérieure, le deuxième pays le plus ciblé
par les ingérences, après l'Ukraine en Europe, c'est vraiment la France. Ah oui. Donc c'est probable qu'il y ait des manœuvres, et on a des agences qui sont dédiées, donc l'ANSSI pour la partie cybersécurité, mais aussi Vigilum, qui veille à agir en cas de manœuvre. Alors, il s'était passé aussi, je voulais revenir sur ce qui s'était passé. Alors, on a la Maison-Blanche, donc la délégation américaine qui est partie en Chine et qui a emporté des dirigeants, mais sans leur téléphone, sans leur ordinateur. Du coup, je me posais la question, qu'est-ce que ça nous dit sur les capacités de cyberespionnage et l'état de la menace vis-à-vis de la Chine? Nommé. Alors, l'état de la menace en provenance de Chine, elle est pléthorique et elle est de plus en plus sophistiquée. Donc, il y a deux choses. D'une part, donc l'appareil d'État chinois s'est doté de moyens aussi bien au niveau de l'armée, au niveau des services de renseignement, donc le ministère de la Sécurité de l'État, le ministère de la Sécurité publique, et des entreprises qui forment un écosystème cyberoffensif extrêmement imbriqué. Maintenant, les modes opératoires sont en train d'évoluer et ce qu'on observe, c'est un degré de sophistication de plus en plus élevé, avec des attaques notamment qui ciblent des infrastructures critiques. Il y a eu des attaques qui ont ciblé des infrastructures militaires américaines, notamment dans le Pacifique, mais qui ciblent aussi notamment les opérateurs de télécommunications qui sont extrêmement ciblés. Et on a des attaques qui deviennent de plus en plus systématiques en provenance de hackers chinois qui visent à récupérer énormément de métadonnées. Ensuite, on a la vague massive d'attaques qui peut être liée à l'utilisation maintenant d'outils IA, mais aussi du fait que beaucoup d'acteurs en Chine, même des acteurs qui ne vont pas dépendre de l'État central, mais aussi des provinces et même de municipalités, ont des capacités offensives. Ce qui fait qu'en fait, on a un effet de masse avec certains acteurs extrêmement bien outillés sur le plan de la sophistication technique et d'autres acteurs plus opportunistes. Et donc, on a une élévation de la menace chinoise qui est extrêmement importante. Pour les États-Unis, juste pour finir sur ce point, la Chine est la première menace cyber. Et il faut rappeler que lors de la conférence de sécurité de Munich en 2024, le directeur du FBI avait expliqué que la menace cyber chinoise équivalait à l'ensemble des capacités cyber des puissances dotées. Bon, j'imagine en dehors des États-Unis, mais donc voilà. C'est à ce niveau-là de la menace que les Américains les placent, et maintenant les Britanniques aussi, et de nombreux partenaires. Je te rejoins sur ce point. Après, c'est pas complètement nouveau puisque moi, je travaille dans différentes sociétés et avec certains clients dans le domaine très sensible français. Tout déplacement en Chine, tu partais pas avec ton ordinateur ni avec ton téléphone, et tu partais avec des équipements neufs si tu avais vraiment besoin d'un ordinateur pour prendre des notes, pour éviter toute ingérence ou même hacking à l'hôtel, en chambre d'hôtel. On a remarqué des vices sur les PC qui montraient que les PC avaient été corrompus, entre guillemets. Vous avez laissé l'ordinateur, vous êtes parti, vous êtes revenu, il y avait des vices qui... Oui, bien sûr. Okay. Donc non, ça c'est assez connu. Alors c'est des vieilles méthodes, entre guillemets, de barbouze. Evil Maid, c'est la femme de ménage méchante, et c'est une attaque qui est très connue dans plusieurs pays, c'est-à-dire que ils vont profiter, les services de renseignement vont profiter de l'entrée de la femme de ménage pour venir regarder ce qu'il y a dans le coffre, imager votre ordinateur, votre téléphone, les choses que vous avez laissées dans votre chambre d'hôtel. Ok. Alors, justement, pour rester, tu voulais rajouter quelque chose? Oui, sur ce sujet, pour revenir sur l'article en question et le sujet précisément, et c'est effectivement, c'est absolument pas nouveau, et on a comme sport favori de critiquer les États-Unis et Trump. Là, c'est normal et c'est très bien ce qu'ils font. Et c'est comme ça qu'il faut le faire. C'est-à-dire que quand nous, chez Predictalab, on fait de l'accompagnement pour des dirigeants, des personnalités sur certaines entités et certaines entreprises. Et là-dessus, c'est ce qu'on recommande à tous nos clients, c'est-à-dire que quand vous partez dans des pays sensibles, il vous faut ce qu'on appelle des ordinateurs blancs, c'est-à-dire qu'il n'y a que l'essentiel, que ce dont vous avez besoin pour travailler. Un ordinateur, un téléphone avec que l'essentiel. La raison, elle est simple, c'est que si vous faites compromettre, parce que vous êtes quelqu'un d'important, vous êtes détenteur d'informations importantes au regard de certains services, dans ce cas-là, vous allez être compromis. C'est sûr et certain. Mais ils ne peuvent compromettre que ce que vous avez avec vous. Et vous allez passer aux frontières. Vous allez être contraint physiquement à certains endroits parce que c'est comme ça quand vous voyagez. Et donc, il faut, dans des pays sensibles,
prendre le minimum. Et c'est difficile parce que on aime bien aller sur Twitter, on aime bien aller sur nos réseaux sociaux, appeler notre famille, etc. quand on est en voyage. Et on a du mal à se séparer de cette troisième main qu'on a tous. Mais quand on voyage et qu'on a des responsabilités, il est normal de partir avec des appareils jetables, des ordinateurs jetables qui ne serviront que pour ça. Alors, je vais juste vous donner la réponse du public donc à la première question qui, je rappelle, selon vous, les élections présidentielles françaises de 2027 seront-elles davantage perturbées par des cyberattaques et des opérations d'influence qu'en 2022 ? On a oui à 100%. Que ceux qui sont en présentiel, ceux qui sont à distance, il n'y a pas d'élément perturbateur aujourd'hui, tout le monde est plutôt d'accord avec un gros oui. Alors, pour revenir sur cette menace, justement, chinoise, est-ce que cette menace est sous-estimée ? J'ai envie de rappeler deux actualités, bon, pas si récentes que ça, mais en 2024, on a la société chinoise Yisun qui a été prise en train d'espionner des enseignants à Sciences Po. On connaît également la Corée du Nord et son amour pour le télétravail à distance, le faux télétravail à distance. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est une menace qu'on sous-estime finalement, la Chine, ou pas du tout ? On en a conscience. Alors, je pense qu'en France, on en a conscience. Après, le problème, ça va être d'élever le niveau de prise de conscience à travers toutes les institutions. Donc, les institutions qui sont les plus ciblées, notamment en 2025, c'était avant tout les unités de recherche, donc les unités aussi académiques. Et là, en fait, il n'y a pas vraiment de prise de conscience du niveau de la menace, qui peut être aussi bien lié à des infiltrations cyber, mais aussi à des personnes en fait qui vont se déplacer, qui vont aller dans certaines facs, etc., pour récupérer des informations. Donc il y a une mauvaise compréhension parfois aussi du risque cyber chinois, et aussi la problématique de comprendre que des entreprises maintenant sont aussi des relais de l'État. Donc on n'a pas que les acteurs classiques, on peut avoir des entreprises comme Yisun, qui était une entreprise de taille provinciale en Chine que personne connaissait, qui en fait a mené des opérations en Europe très peu, il y a juste eu ce cas vis-à-vis de Sciences Po, mais notamment dans la région frontalière de la Chine, et qui monte en capacité, ce qui fait que on a du mal à hiérarchiser les menaces avec est-ce qu'on est face à un acteur extrêmement bien armé ou juste des acteurs opportunistes qui proviennent de petites entreprises. Quand on s'intéresse aux entreprises chinoises qui mènent des attaques, en fait, ce qui est assez intéressant, c'est que sur leur site, elles vont mettre en avant, en chinois bien sûr, des publicités en expliquant qu'elles travaillent avec certains services, avec l'État, et donc que c'est un service qui peut être actionné par différents types de clients. Des entreprises publiques, par exemple chinoises, vont engager ces entreprises de cyberattaque pour récupérer des informations sur leurs concurrents. Mais quand je parle d'entreprise, on n'est pas forcément sur les grands groupes, mais même des entreprises de plus petite taille. Donc c'est là que le problème est vraiment systémique avec la Chine. On n'est pas seulement sur certains grands acteurs, mais vraiment sur une nébuleuse assez compliquée à prendre en compte. J'ajouterais peut-être un point concernant la Chine. Ils sont connus pour peut-être un aspect un peu particulier. Ils n'ont pas le même temps que la plupart des autres pays en termes de menaces. Ils ont un temps long qui est plutôt très très long par rapport à nous. C'est-à-dire que, par exemple, si on prend l'opération Salt Typhoon, ils ont mis 4-5 ans à compromettre les opérateurs télécoms américains et autres pour pouvoir espionner, récupérer de la data et autres. Honnêtement, la plupart des autres acteurs vont être sur un temps plus court. On va être sur l'ordre de quelques mois, quelques semaines, parfois sur des attaques type DDoS. Là, on est plutôt sur de l'instantané ou quelques heures. Mais sur des menaces plutôt d'origine chinoise, ils ont un temps un peu différent. Ils sont capables d'être d'une patience incroyable et d'attendre comme ça plusieurs années avant d'exploiter ce qu'ils ont pu préparer pendant des années. Et ça, je crois que c'est un peu particulier à la Chine. Et parce que l'objectif est différent. C'est que juste pour rebondir, on est vraiment sur du renseignement. Les Chinois, il y a assez peu de groupes cybercriminels qui vont faire du rançongiciel. Donc l'objectif, c'est d'obtenir des informations. Et là, juste pour les dernières attaques, c'était lié à du prépositionnement probable dans l'éventualité d'un conflit notamment. Donc l'objectif, via les modes living off the land, vraiment de être repéré, c'est de rester le plus longtemps possible et de mener potentiellement un acte de sabotage au moment voulu. Donc finalement, l'objectif, il n'est pas pécunier. L'objectif, c'est pas de récupérer de l'argent, c'est de récupérer de l'information. Donc plus on reste, mieux c'est. Attention, alors Yisun, c'est un sujet qu'on a beaucoup étudié chez nous parce qu'on a fait un reportage notamment avec la télé japonaise sur le sujet, qui était très intéressé de voir ce qui se passait en Chine. Sans blague. Et il se trouve que Yisun, c'est effectivement une société privée, mais qui va être proactive. C'est-à-dire qu'elle a une capacité offensive et elle a visé notamment, tu en faisais mention, le Kazakhstan. Elle a ciblé des
compagnies de télécom pour se prépositionner, récupérer de l'information, des call records, ce type de choses. Et ensuite, elle est allée démarcher les autorités en disant, en fait, moi, je suis dans tel réseau, j'ai accès à ça, à ça, à ça et à ça. Est-ce que ça vous intéresse? Moi, je suis prêt à vous le vendre. Donc, on rentre dans un autre sujet qui est de dire qu'on a des petites entreprises privées qui vont faire du hacking de manière proactive, de manière à récupérer une information potentiellement intéressante pour les autorités et qui ensuite vont faire un travail commercial derrière. Et tout ça doit être mis, si on prend un peu de recul, en relation avec la stratégie de cybersécurité qui a été publiée par les États-Unis il y a peu, où l'offensif n'est plus un tabou. Et les États-Unis, maintenant, assument de faire de l'offensif. Et ça a été extrêmement bien résumé. En Chine, tu as dit c'est un problème, mais est-ce que c'est vraiment un problème pour eux? Il y a effectivement plein de petits acteurs qui ont des capacités offensives. Alors la question, c'est en tant qu'État, comment je régule ces petits acteurs de manière à ce que ça soit bon pour mon pays et dans les intérêts de mon pays. Et les États-Unis sont en train de dire, les acteurs privés potentiellement vont aussi être en capacité de pouvoir mener des attaques offensives. Et ça, c'est un vrai sujet de fond. Et on a un sujet européen et français là-dessus. La France, alors on le dit pas forcément. Nous, on n'a pas le droit, on est d'accord. On fait de l'offensif. Ah, on fait de l'offensif. Mais on a aussi des capacités offensives et tant mieux. Mais c'est de se dire quelle est notre doctrine. Est-ce qu'on dit on fait de l'offensif, on assume si c'est dans les intérêts de notre nation, et quelle coordination aussi au niveau européen. Donc ça nous ramène aussi à notre ère de jeu qui est mondiale maintenant. Nos petits copains d'à côté assument de faire de l'offensif. Alors, et nous, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on regarde les balles passer ou est-ce qu'on se jette Je vais poser la question publique. Moi, je veux savoir. Donc, on va poser la question publique. Est-ce que vous pensez qu'on devrait faire de l'offensif? Justement, est-ce qu'on devrait finalement faire comme la Chine et reprendre ce modèle-là? Vous avez la réponse oui, non. Ça dépend. Je veux bien savoir ce que vous en pensez. Alors, c'est vrai qu'au vu du contexte géopolitique et du contexte pas très très stable, on parle beaucoup de souveraineté. Est-ce que la question de la souveraineté, on doit la penser comme on la discute actuellement, ou est-ce que c'est pas plutôt un sujet de résilience? Marjorie, toi, t'en penses quoi? Alors, je pense que déjà, la souveraineté, on n'a pas tous la même définition de la souveraineté, et c'est pas évident. Moi, je dirais que c'est une capacité à avoir une décision, enfin une autonomie de décision, et puis la capacité à poursuivre l'intégralité de ses opérations de manière contrôlée. Une fois qu'on a dit ça, dans le contexte aujourd'hui, je pense que jusqu'à présent, on était quand même très axé business continuity, donc sur la continuité de nos opérations, parce que on avait une panne, une interruption, un accident, peu importe. Là, et puis c'est l'exemple parfait avec Mythos, on se retrouve dans une situation où finalement, on peut ne plus avoir accès ou ne pas avoir accès à certaines technologies sur des décisions qui sont prises. Et je pense que ça, c'est un peu la surprise pour tout le monde. Donc, qu'est-ce que ça veut dire pour nos organisations? Ça veut dire que pour envisager la souveraineté, ce n'est plus uniquement un sujet d'infrastructure, IT ou autre, c'est un sujet d'infra, mais c'est aussi un sujet de data, c'est un sujet légal, c'est un sujet de people avec les HR, etc. Et donc, autour de la table, on est obligé d'adresser toutes ces directions au moins dans nos entreprises, pour pouvoir savoir comment on se positionne et quelle souveraineté on veut. Ensuite, la souveraineté, ça va être de la définir aussi pour nous sur quelle partie de la chaîne de valeur, parce qu'une souveraineté end-to-end, c'est quelque chose de particulièrement complexe. Donc, sur quelle partie on décide de se mettre. Et mon dernier point, ce sera que cette souveraineté, enfin en tout cas toute cette réflexion autour, nous pousse aussi à repenser nos architectures d'entreprise et commencer à réfléchir à moi ce que j'appelle les reverse scénarios. Scénario du pire, si finalement on doit se déconnecter d'une région ou de qui que ce soit, comment on fait et qu'est-ce qui se passe et c'est quoi nos plans B. Voilà, donc ça c'est des choses en tout cas que nous on a en tête en ce moment. Est-ce que c'est possible? Parce que tu vois, j'en ai discuté avec pas mal d'experts en cybersécurité et depuis l'arrivée de Trump au pouvoir, beaucoup se sont posé la question, notamment des États-Unis, de la dépendance qu'on pouvait avoir, mais beaucoup aussi se sont rendus compte que la réalité du terrain, c'est qu'on n'est pas tout à fait en mesure de se couper entièrement. Donc, est-ce qu'aujourd'hui, on pourrait? Moi, je pense que tant qu'on considère la souveraineté comme un objectif, on est dans l'erreur. Pour moi, comme tu l'as dit, la souveraineté, c'est un moyen d'obtenir ou d'atteindre une certaine résilience.
Il faut surtout pas dépendre de quelqu'un ou de quelque chose pour pouvoir en effet continuer à délivrer ce qu'on est censé délivrer, qu'on soit un service public ou une entreprise. Mais si on érige la souveraineté comme un objectif ultime, comme une espèce d'étendard, je pense que c'est plutôt une erreur. C'est dangereux parce qu'on risque de se couper de certaines technos importantes, certaines technologies importantes. Alors, d'aucuns pourraient dire que je suis biaisé de par mon employeur, quelque part, bien sûr. Et ce serait normal. Mais nous, on est relativement tranquille par rapport à ça, parce que nous fournit du renseignement. On n'est pas sur la chaîne applicative à un espace critique, même si on pense que toute l'information qu'on donne est utile pour les équipes cyber, mais on est relativement tranquille par rapport à ça. Mais une fois encore, je pense que si on se dit, je veux atteindre une certaine souveraineté, comme tu l'as dit, qu'est-ce que ça veut dire? Enfin, moi, parle de souveraineté, mais pour quel élément dans mon système, quel système, les données, en effet, on parle des opérateurs cloud souvent quand on parle de souveraineté, mais une fois encore, pour moi, la souveraineté, c'est un moyen et non pas un objectif. Il faut faire attention à ça, parce que cet étendard comme ça, un petit peu de chacun prend parti, c'est un peu choisis ton camp quelque part. Toi, tu es souverain, toi, tu n'es pas souverain. C'est plus complexe que ça, et il faut avoir une approche plutôt de gestion de risque, je pense. La souveraineté, pour moi, est un risque comme un autre, et nos RSSI sont habitués à gérer du risque. Et je trouve qu'on tourne autour de quelque chose là. C'est que, effectivement, là où je te rejoins, c'est que la souveraineté comme idéologie, l'idéologie globalement n'a jamais fait bon avec le business, en règle générale. Donc c'est pas une idéologie. Effectivement, ça peut être un objectif à atteindre et qui est un bon objectif. Par contre, c'est de dire, prenons l'exemple du cloud, dire je dépends des hyperscalers américains. Ok, une fois que tu as fait ce principe, tu as fait ce constat-là, tu te dis quelle est mon alternative? Quelles sont les capacités de l'Europe, quelles sont les capacités de la France pour que je puisse passer de l'un à l'autre, ou que je puisse diversifier les différents clouds que je peux utiliser. Et donc, on en revient en fait à dire, est-ce qu'on a en France, en Europe, les capacités de pouvoir avoir une souveraineté? Et la question qui va derrière, c'est de se dire, une fois qu'on a dit ça, c'est on n'a pas les capacités. Mais comment on crée ces capacités-là? Et derrière, c'est souvent de l'argent, c'est souvent des politiques globales, des stratégies sur du long terme et un peu plus long-termiste que court-termiste. Et une idéologie en disant, bon les gars, il faut être souverain, allez, vous avez 2 heures. Ça ne marche pas. Par contre, d'avoir une réflexion de fond, de se dire, pour avoir une souveraineté, il nous faut telle capacité, telle capacité, telle capacité. Voici les problèmes qu'on a. Voici le risque qu'on est capable aussi d'accepter quand, pour en citer un AWS va créer une structure dédiée en France avec une gouvernance, quand on va avoir du sens, quand on va avoir ces différents hyperscalers qui essaient de s'adapter au marché américain. Est-ce que moi, en tant qu'entreprise, c'est acceptable pour moi? Donc, c'est toutes ces réflexions-là qu'il faut avoir. Et oui, il est bon d'avoir ses propres capacités, ses propres hyperscalers européens. Espérons qu'on en ait un jour. Personne n'est contre ça. La question, c'est de se dire comment on arrive jusqu'à là. Et est-ce qu'on a le marché? La réponse est probablement oui, mais c'est comment on adresse tous le marché européen, en fait. Et puis, je reviens à ce que je disais, c'est sur quelle partie de la chaîne de valeur, qu'est-ce qu'on décide dans tout ce qu'on produit de mettre 100% souverain, sur quelle partie et pour couvrir quel risque? Parce qu'en fait, on en revient toujours à la même chose. Derrière ça, c'est à quoi ça sert? Ok, être souverain sur cette partie, pourquoi pas, mais contre quel risque, en fait, je me protège en faisant ça? Je pense qu'il y a des... pour compléter, il y a des cas simples et des cas complexes. Je vais prendre 2 images totalement différentes. Pour revenir sur ce que tu disais, le cloud, l'hyperscaler, il y a aujourd'hui des technologies, des standards ou des standards de fait qui permettraient de, par exemple, bouger des applicatifs, des charges utiles d'un hyperscaler à un autre. Enfin, on pourrait trouver des moyens assez simples de régler certains soucis. Après, il y a d'autres cas beaucoup plus complexes. Typiquement, là, je parlais du militaire, par exemple. On parle de kill switch avec le F-35. On parle de la catapulte sur le porte-avions français, où là, tu dis d'un seul coup, si on arrête d'approvisionner,
le porte-avions il ne fonctionne plus. On peut plus catapulter un avion de combat depuis ce porte-avions. Donc, je pense qu'il y a quand même comme tu disais, des gestions de risque à mettre en œuvre qui est plus ou moins complexe. La chaîne de valeur, comment construire un porte-avions en étant certain qu'il n'y ait pas un kill switch américain ou autre d'ailleurs dans la chaîne. Bon, on peut y arriver, mais ça va mettre 10 ans, 20 ans, 30 ans à faire. Aujourd'hui, sur de l'IT, on va dire un peu standard, sincèrement, je pense qu'il y a moyen d'avoir ce que moi j'appelle un arbitrage informé. C'est-à-dire qu'on fait des choix à un moment donné, en tout état de cause, on connaît les acteurs du marché, on connaît leurs avantages, leurs inconvénients, les bénéfices, les doutes qu'on peut avoir pour certains, et on fait un choix, et on s'y tient jusqu'au jour où on a mieux peut-être. Complètement. Alors, je vais vous partager justement la réponse du public par rapport à si on fait de l'offensive ou pas. Donc, on a oui à 64%, on a non à 17%, et ça dépend à 17%. En commentaire, on a oui, il faut le faire, oui à l'offensive. Donc, pour le oui à l'offensive, moi je le comprends, je suis curieuse de savoir pourquoi non. Donc ceux qui pensent non, je veux bien le savoir en commentaire. On va passer à la prochaine question. Alors cette question, c'est comment on trouve justement de la donnée de renseignement sur les groupes cybercriminels et para-étatiques, est-ce qu'ils sont plus précautionneux? Alors je pense notamment à toi Baptiste, parce que je sais que tu avais auditionné des leaders de groupes cybercriminels russes. Est-ce que tu peux nous en parler? Alors si je suis corporate, je dis il faut utiliser Recorded Future. et la réponse plus Predictalab, c'est de dire faut utiliser Predictalab. Mais non, plus sérieusement, il y a ce qui s'appelle l'OSINT. L'OSINT, c'est un acronyme pour Open Source Intelligence. Intelligence, c'est le mot anglais, pas pour dire intelligent, mais renseignement. Le renseignement, moi j'aime bien les définitions. Le renseignement, c'est une information actionnable. C'est-à-dire, c'est une information sur laquelle un chef va pouvoir prendre une décision. J'exagère toujours, je prends la caricature, c'est est-ce que je peux bombarder ici? Est-ce que Ben Laden habite ici? C'est ce type de décision-là. Donc, c'est une information avec un haut degré de probabilité. Et ce qu'il faut savoir sur les groupes cybercriminels, c'est que ces gens-là se réveillent pas grands méchants du jour au lendemain. C'est que, en fait, c'est souvent des passionnés d'informatique. C'est souvent des jeunes gens qui ont des passions pour l'informatique, pour les jeux vidéo, vont avoir une activité sur les forums. C'est pas des professionnels de l'espionnage au départ. Et il y a ce qu'on appelle dans le milieu militaire l'OPSEC, l'Operation Security. L'OPSEC, ça va être la capacité à masquer des petits détails d'une opération bien plus grande. Et si on a une mauvaise OPSEC, plein de petits éléments vont me permettre de savoir ce qui se passe dans son ensemble. Et le problème de ces jeunes gens, en règle générale, c'est que, comme ils ne se réveillent pas cybercriminels ou personne ne l'a plus recherché par le FBI du jour au lendemain, en fait, ils ont laissé des traces un peu partout. Et quand on développe des très bons outils, on va être en capacité de récupérer de manière automatique ou manuelle, parce que c'est aussi un travail derrière, il faut rendre hommage, on en a chez Predicta, il y en a chez Recorded, des analystes qui sont des vrais enquêteurs 2.0, si on peut dire, qui savent chercher sur le clear web, sur le dark web, qui vont creuser un peu partout, que ce soit en direct ou sur des jeux de données qui ont été récupérés au préalable, et qui vont un peu reconstituer le fil. Alors dans les films, c'est facile, il y a toujours un grand tableau avec toutes les photos et on tire les ficelles. Et à la fin, il dit oui, c'est sûr, ça s'est passé comme ça. La réalité, c'est que vous avez des milliers, des millions d'éléments parfois. Et ces gens-là, ils vont refaire le fil comme un enquêteur de police, un enquêteur de gendarmerie. Et on trouve, pour l'avoir fait et pour l'avoir fait moi-même, sur ces cybercriminels, on trouve énormément de choses. On peut citer par exemple le cas du patron de Lockbit qui s'est fait démasquer par les États-Unis et qui avait laissé tout un tas d'informations comme il y avait un bloc de jardinage, sa voiture, tout et n'importe quoi, sa masseuse en bas de chez lui, voilà. Il y avait vraiment tout et n'importe quoi. Pour compléter ce que vient de dire Baptiste, moi et je suis complètement en ligne, on emploie nous les mots-clés de spectre large, donc c'est en effet collecter de la data avec un spectre le plus large possible, ça va des sources ouvertes, donc OSINT, en passant par les différents web, Clear, Dark et autres, mais également en ayant accès à certaines infrastructures malveillantes, en ayant du netflow global sur toute la planète. Enfin, donc un spectre le plus large possible. Ce que tu disais également, à savoir l'accumulation d'informations.
évidemment, ce qui permet aussi d'attribuer. On parlera sûrement d'attribution après, mais il y a toujours une erreur quelque part. En effet, on dit tiens, ça on connaît. Le truc un peu trop évident, l'élément qui permet d'attribuer, il faut s'en méfier. Ce qui permet quand même de faire une bonne attribution, et généralement les États font des attributions, c'est une accumulation de détails, et comme tu l'as dit, pour avoir cette accumulation de détails, il faut accumuler la data historiquement et être capable de comprendre, de retrouver peut-être des patterns, ça on le connaît, ça a déjà eu lieu, c'est tel groupe dans le passé, voilà. Donc spectre large, accumulation, corroborer les informations, les corréler entre elles. Donc ça, c'est peut-être la meilleure façon, en effet, de détecter. Puis nous, on a une petite histoire chez Recorded aussi avec des gens qu'on connaît. Pour compléter ce que tu disais, typiquement quelqu'un qui était plutôt sur tout ce qui était carte bancaire en Russie, riche, à un moment donné, investi énormément d'argent sur les équipes de e-game, et il les suivait. C'est un peu son talon d'Achille, parce qu'il les a suivis sur la planète, et il a failli se faire avoir en Thaïlande. Il a réussi à échapper involontairement, d'ailleurs, il est reparti trop tôt. Et puis le coup d'après, il s'est pris en selfie avec I Love Amsterdam dans son dos, et donc le FBI a su qu'il était à Amsterdam, ils ont été l'attraper. Donc en effet, ces erreurs qui sont souvent liées à une passion ou à une vie quotidienne, on peut pas tout le temps vivre comme ça caché, quoi. Ouais, c'est des traces ou à une petite copine, hein, parfois, parce que très souvent ils se font avoir parce qu'ils partent en voyage. Il y en avait une comme ça. Il y en a mais plusieurs fois, et en fait ils se font souvent avoir par le conjoint ou la conjointe avec la photo où ils prennent l'avion et ils arrivent dans un pays où ils peuvent être extradés, et là le coup près, on va les chercher en bas de l'avion. Il me semble que j'avais vu ça, où c'était effectivement la copine qui avait fait un selfie dans un jet privé, et ils ont réussi à la suivre comme ça. Alors justement, la cyber threat intelligence, donc le renseignement sur la menace, est-ce qu'il est facilement valorisable opérationnellement? Comment on peut faire pour se servir de ces informations de la façon la plus utile possible? Alors ça, c'est un vrai sujet, surtout en entreprise, parce qu'effectivement, nous, la CTI, on en reçoit énormément. J'ai une équipe dédiée qui travaille là-dessus, donc on a des plateformes, des outils, pas mal de choses qui nous arrivent. Et en fait, pour l'utiliser, je crois qu'on l'utilise à deux niveaux. Au niveau opérationnel, très clairement, et au niveau stratégique. Mais au niveau opérationnel, pour moi, c'est une colonne vertébrale de tout ce qu'on fait. Et il faut que cette CTI soit pleinement intégrée aux opérations. Donc, aux activités du SOC, aux activités du CERT, etc. Pourquoi? Parce que elle va nous permettre d'anticiper les modes opératoires des attaquants, et nous, du coup, en retour, de bâtir notre stratégie de défense. Bien évidemment, de mettre en place toutes les mesures de contrôle adéquates, etc. C'est pas un exercice facile, néanmoins hyper important, parce que de la CTI un peu générique qui atterrit moi dans mes outils, si elle n'est pas complètement, je dirais, collée au contexte Capgemini, je vais pas en faire grand-chose. Donc il y a tout ce travail-là d'adéquation entre le renseignement au sens large et mon contexte Capgemini, pour lequel les équipes ont une valeur ajoutée extrêmement importante. Ça, c'est le point de vue, je dirais, un peu opération. D'un point de vue stratégique, la CTI, pour moi, elle est hyper importante, parce que elle nous aide quand moi je vais au board et que j'explique les attaques auxquelles on doit faire face, nos incidents de sécurité, etc. Elle aide aussi à raconter l'histoire, à prendre du recul, à mettre en perspective un peu tout ce qu'on voit, et puis se dire tiens, on est concerné par ça, mais finalement on n'est pas les seuls. Puis quand j'en discute avec d'autres groupes CISO de la place, et ben finalement on se rend compte que les uns les autres ont fait face un peu à la même chose, et donc ça recontextualise un peu les choses. Et en plus de tout ça, ça nous permet aussi de piloter nos investissements cyber, se dire bah tiens, on va plutôt aller dans cette direction ou cette autre direction. Mais elle est, quoi qu'il arrive, très imbriqué dans ce qu'on fait. Et pour moi, c'est vraiment, je le redis, la colonne vertébrale. Et sans ça, c'est un peu hors sol. Et c'est le risque parfois aussi qu'on voit d'avoir une CTI hors sol, pas complètement collée au contexte. Donc c'est là où il faut être un peu prudent. C'était juste pour rebondir sur cette idée de remettre en perspective. Donc là, on est face à des acteurs, donc vous travaillez vraiment sur plutôt du renseignement technique, où vous suivez des acteurs spécifiques. Il y a aussi des analyses qui peuvent être complémentaires, que nous, par exemple, on fait chez Cassini, et du point de vue aussi des chercheurs, c'est qu'on essaye de voir dans quel contexte sociopolitique évoluent ces différents acteurs, qui peuvent être russes, pakistanais, chinois, etc. Les contextes sociopolitiques dans lesquels ces acteurs opèrent vont avoir un impact sur la manière dont ils pensent le réseau, dont ils le comprennent, et aussi la manière dont ils vont se fixer des objectifs.
Et donc, on a pu remarquer, par exemple, qu'il y avait des façons très différentes de penser des opérations cyber, par exemple en Asie du Sud, ou par exemple en Inde ou au Pakistan, où on avait déjà une tradition de milices qui vont être liées aux forces armées, et donc un alignement avec des groupes qui vont être liés à des appareils de partis politiques, etc. Et donc, ce type d'analyse, généralement, elle n'est pas forcément prise en compte par les entreprises de CTI, mais nous, on pense qu'en fait, elle peut permettre aussi aux décideurs de mieux comprendre à qui ils ont affaire, comment ils peuvent agir, comment parfois aussi ils peuvent mieux opérer leurs filiales, parce que des fois, le problème aussi, c'est des filiales qui sont placées à l'étranger. On maîtrise mal le risque cyber, on maîtrise mal les codes locaux, et la menace peut venir aussi des gens qu'on va embaucher en local, qui vont être dans l'entreprise et qui peuvent causer des problèmes en interne. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est assez important. Et tout à l'heure, on parlait des infiltrés nord-coréens. C'est typiquement ce genre de choses où, dans certains pays asiatiques notamment, on fait maintenant des entretiens d'embauche que de manière virtuelle. Et en fait, on a eu des infiltrations de ce fait-là. Donc, c'est là aussi où c'est important d'avoir une analyse un peu géopolitique et contextualisée des environnements dans lesquels on opère. Et on pense que c'est important de croiser ces différentes perspectives, renseignements techniques, mais aussi plutôt la compréhension du contexte. Et c'est extrêmement important ce qui vient d'être dit, parce que si on prend un peu de recul, la CTI, c'est quoi? C'est du renseignement lié à la cyber. Mais globalement, qu'est-ce que c'est le renseignement? C'est ce que je disais tout à l'heure. C'est une information sur laquelle je vais pouvoir prendre une décision stratégique, une décision importante. Et pour prendre cette décision importante, comme tu l'as dit, si j'ai de l'info sans contexte, ça m'intéresse pas. Je peux pas décider quoi que ce soit là-dessus. Je peux pas créer une stratégie sur des choses qui n'ont aucun rapport l'un avec l'autre. Et c'est un sujet qui est extrêmement intéressant et passionnant. Le contexte politique, géopolitique d'un pays, les traditions qui vont avec, c'est quelque chose que je dis régulièrement quand j'embauche des gens, notamment des analystes chez moi. Je ne cherche pas des gens techniques. Je cherche des gens qui savent écrire et qui ont une connaissance pays, pour certains, ou une connaissance d'une zone un peu plus large, qui savent peut-être parler des langues différentes, mais qui vont comprendre le contexte dans lequel ils évoluent. Et en fonction du contexte, ma réponse ne sera pas la même. Et quand j'ai un nouveau client qui vient et qui veut travailler avec moi, ma première question est toujours: quel est le contexte? De quoi on parle? Dans quel contexte on est en train d'évoluer? Et après, peut-être, je vais pouvoir répondre à la question. Et c'est ça qui est le plus important, c'est de se dire, la CTI, ça reste du renseignement. Il y a du renseignement humain, du renseignement électromagnétique, il y a plein de types de renseignements. Ce n'est qu'un renseignement parmi d'autres. Et il faut remettre les choses de manière opérationnelle, effectivement. Qu'on soit une grosse ou petite entreprise, la CTI n'a d'intérêt que si elle peut, derrière, permettre de prendre des décisions, faire des stratégies. Et plus on a d'informations, plus on a des chercheurs compétents comme monsieur, mieux on se porte, parce qu'on a tous les éléments, toutes les cartes pour décider en fait devant soi. Moi, j'ai un exemple assez concret, juste pour conclure sur ce point peut-être. Évidemment, je partage tout ce qui a été dit. Le renseignement doit être contextualisé et actionnable, on vient de le dire, et c'est essentiel. Moi, j'irai un peu plus loin. Le cran d'après, c'est, on a parlé de CTI, donc opérationnel, tactique, stratégique. Une bonne plateforme doit pouvoir permettre de faire le lien entre ces niveaux. C'est pas des niveaux étanches. Alors ça peut paraître un peu conceptuel comme ça, mais je vais prendre un exemple très très concret. Récemment, on a fait par exemple une présentation on a aussi des analystes, parce que c'est quand même notre métier. Donc on a des analystes qui sont spécialisés sur l'Iran, d'autres sur peut-être l'énergie ou le secteur automobile. Parce que comme tu l'as dit, il faut apporter le contexte à tout ça. Mais l'idée, c'est pas uniquement de donner un rapport à nos clients sur, par exemple, l'impact du conflit américano-iranien en ce moment. Mais c'est donner cette information-là qui va permettre automatiquement de donner aussi l'information très technologique, très technique pour dire attention, le conflit se caractérise par ça, les groupes malveillants c'est ceux-là, leur méthode d'attaque c'est ça, les IOC liés ou les TTP qui sont associés sont celles-ci, mais de faire tout ça automatiquement et d'être capable de faire de la recherche. Alors, c'est un peu plus cyber, c'est vrai, mais faire de la recherche, donc de compromission dans le système automatiquement. Donc, on part de quel est l'impact du conflit iranien sur moi, société française,
classiques en France, jusqu'à comment je peux faire des recherches de compromission ou trouver des signaux faibles dans mes systèmes, et ça de la façon la plus automatique possible. Et c'est là où on essaie de faire ce lien comme ça entre les couches de CTI, donc stratégique, opérationnel et tactique. Sinon, on a des gens qui se parlent pas. En effet, toi, tu exploites beaucoup la stratégie, tes équipes exploitent l'opérationnel. C'est encore mieux si on peut essayer de lier les deux de façon automatique. Alors justement, j'ai un chiffre à vous partager. Donc, on a 91% des entreprises de plus de 10 000 collaborateurs, donc salariés, qui considèrent que le risque géopolitique est un risque à part entière. Et donc, je me pose la question, est-ce que ça veut dire que quand on est une plus petite entreprise, finalement, on n'est pas concerné par les risques géopolitiques, ça ne concerne que les grandes entreprises? Et je pose la question également au public qui est en train de nous suivre, est-ce que vous pensez que votre entreprise soit aujourd'hui une des cibles potentielles d'une crise cyber liée à un conflit international ou à des tensions géopolitiques? Donc oui, non, ça dépend. Et je veux bien avoir votre avis. Oh, mais tout le monde est concerné. Par les géopolitiques. Comment? Par le risque géopolitique. Ouais, mais tout le monde est concerné d'une manière ou d'une autre parce que nous avons tous des attaques par la supply chain. Donc, à un moment ou un autre, ça peut nous arriver. Et je pense que l'énorme différence, en revanche, qu'il va y avoir entre un grand groupe et puis des petites entreprises, ça va être sur notre capacité à le détecter, à y répondre, et puis du coup notre résilience derrière, parce que pour les plus petites entreprises, elles n'ont pas nécessairement l'organisation pour faire face. Mais c'est une réalité pour chacun, ne serait-ce que via les attaques supply chain. En revanche, il y a quand même pas mal de choses qui sont faites, notamment au niveau européen dans ce contexte. Et c'est vrai que moi, je le suis via le pôle d'excellence cyber à Rennes, qui est très impliqué dans l'EDIH de Rennes. EDIH, c'est European Digital Innovation Hub. Donc, il y en a à peu près 150 en Europe et qui sont là pour soutenir TPE, PME, en fait, sur la partie cyber, IA et autres sujets connexes. Et en fait, ils sont complètement dédiés pour faire de l'accompagnement, de l'assessment cyber, etc. Et ça fonctionne bien. Les retours sont plutôt positifs. Donc, oui, c'est bien la preuve que, y compris sur la petite ou moyenne échelle, les entreprises sont concernées par ça et il faut les aider. Ouais. Je suis pas du tout d'accord pour le coup. Excellent. Ah bah super, allez-y. Ça commence. Des fois, non, on a un problème. La question porte sur les risques géopolitiques, mais globalement sur la cyber, on a un problème sur les TPE PME. Le niveau de cyber est globalement catastrophique pour tout le monde. Et pour les TPE, PME, on peut mettre les ETI dedans, c'est encore pire. Parce que les basiques n'y sont pas. Les basiques n'y sont pas et que quand on est une entreprise, je dis n'importe, on est transporteur, on a 10 bonhommes, des livreurs qui arrivent le matin, qui doivent préparer la tournée et qui repartent en même temps. En fait, j'ai 3 PC qui sont utilisés par le comptable, la secrétaire et quelqu'un d'autre. En fait, la cyber, je m'en fiche un peu. Faut dire ce qui est. Je sais que c'est important. On me l'a dit, on me l'a répété, on m'a fait peur. C'est bon, j'ai compris. Mais en fait, j'ai pas les capacités, j'ai pas le temps et ça me rapporte pas d'argent. Donc, la TPE-PME, c'est un marché qui, en termes cyber, qui est extrêmement compliqué à adresser. C'est super compliqué à adresser. Et le côté géopolitique, le risque géopolitique, c'est loin. C'est loin tout ça pour eux. Et donc, à la question, je pense qu'on va poser aux TPE, PME la question, je pense que c'est comme le reste. Moi, vous savez, j'essaie déjà de travailler, faire tourner mon entreprise. Effectivement, je sais que je suis à risque pour la plupart. Et on pourrait embrayer sur Nice 2, l'obligation, tout ça. Est-ce que les gens respecteront vraiment? C'est un autre débat. Il nous faut 3 heures de plus. Mais grosso modo, je pense que la réponse pour les entreprises de moins de 100 000, alors après, toute proportion gardée, il y a forcément un intervalle, mais ce serait sûrement assez bas, au contraire. Quand on est une entreprise, je comprends assez bien le chiffre, quand on est une entreprise de plus de 100 000 salariés, on est globalement un peu partout dans le monde. Et donc, c'est justifié de se dire, je suis dépendant des risques géopolitiques. Il faut expliquer cette menace. C'est-à-dire que, en fonction des conflits, en fonction des événements dans le monde, il y a effectivement des groupes qui se réveillent et qui vont essayer de revendiquer quelque chose, qui vont essayer de profiter du moment. Un attaquant, un hacker, je suis bien placé pour en parler, ça profite du moment. C'est quelqu'un qui est extrêmement opportuniste. Après, quand on parle de la menace étatique,
elle est toujours présente. Ils n'attendent pas qu'il se passe quelque chose. Il y a un espionnage, globalement, des attaques qui sont en permanence. Mais il y a des choses très opportunistes. Et ce sentiment-là de 91%, il est justifié. En dessous, mon avis, c'est que je suis pas sûr. Après, c'est pas parce qu'ils ne le considèrent pas dans leur approche des risques qu'ils ne sont pas impactés par side effect. En fait, c'est ça mon point. C'est que peut-être que dans leur analyse de risque, la géopolitique, effectivement, c'est pas du tout le sujet. Ouais. Néanmoins, en side effect, parce qu'on l'a vu tout à l'heure, attaque opportuniste, peu importe, à un moment ou un autre, ils en seront quand même victimes. Donc ça me semble compliqué de pas l'envisager. Peut-être pas sous l'angle analyse de risque géopolitique, mais en tout cas dans le prisme du risque cyber, à un moment ou un autre. Mais ça fait tous autant qu'on est, ça fait un moment qu'on fait de la cyber, et ça explique aussi notre échec à sécuriser, à élever le niveau de cybersécurité dans les TPE-PME. C'est que quand on n'a pas cette prise de conscience de dire en fait, la cyber, c'est important. Et si je fais tomber les 3 PC que je disais tout à l'heure, les livreurs, ils peuvent pas partir. Et donc, je perds de l'argent et donc je suis à l'arrêt. Cette non-prise de conscience fait que, commercialement parlant, si je dois aller voir mon transporteur, c'est super dur. Il faut être un très bon commercial, chose que je ne suis pas, et d'aller essayer de travailler le bonhomme pour lui dire non, mais en fait, déjà, je vais te convaincre que la cyber, c'est important, et ensuite, je vais te convaincre que mon produit, qui est un peu cher, on va se le dire, il est super bien, il va répondre à ton besoin. Donc, on doit prouver le besoin et ensuite essayer de vendre. Et je pense que c'est un de nos soucis. C'est que à partir du moment où les entreprises, les PME et plus largement n'auront pas conscience pour certains, pas le budget, pas la priorité, c'est stratégiquement pas dans la feuille de route, on aura du mal à sécuriser les gens et à faire du business en même temps. Nous, on a un module qui s'appelle géopolitique. Donc, je vais peut-être donner des éléments de réponse à ce qu'on vient de dire. Nos clients font pas tous plus de 100 000 salariés. Et on a aussi des clients avec des tailles beaucoup, beaucoup plus petites que ça. L'actualité fait que depuis 6 mois, alors on connaît l'actualité, assez riche, mais depuis 6 mois, on a eu un regain important de demandes sur ce module-là, qui est un module qui n'a rien à voir avec la cyber, puisqu'on parle là de sûreté physique, je gère du risque humain autour de mon lieu de production dans un pays à risque ou sur une adresse prestigieuse qui est peut-être la cible de certains groupes politiques. Enfin, on peut imaginer tous les cas de figure. Et en fait, donc, ce risque géopolitique qui est peut-être perçu en tout cas comme en croissance à cause de cette actualité, a fait que, y compris des sociétés plus petites, alors bien sûr, je suis d'accord avec toi, là, le transporteur qui a 3 camions qui doit livrer les boutiques pas très loin, c'est un peu plus compliqué. Mais pour des entreprises de taille un peu intermédiaire et qui sont présents soit par des lieux de production, soit des lieux, des filiales ou je ne sais quoi, et c'est parfois des petites filiales dans certains pays, d'un seul coup quand même la direction se pose des questions, se dit mais moi je veux bien t'informer quand dans tel pays il y a une manifestation ou un gang dans telle ville ou peut-être une manifestation. Des boîtes de secteurs sensibles aussi, parce qu'en fait, il y a beaucoup de boîtes de secteurs sensibles qui sont extrêmement petites. Donc elles sont exactement. Donc ce module a depuis quelque temps un peu plus de succès. En tout cas, les gens posent des questions sur le module pour comprendre comment ils pourraient l'utiliser pour être informés d'un risque sûreté physique et autres qui n'est pas cyber. Alors après, le lien avec la cyber, en effet, est plus compliqué. Moi, je pense que ça va peut-être, j'espère, par un petit peu capillarité descendre, mais dans les sociétés de taille un peu intermédiaire, donc pas forcément 100 000, mais en dessous, on va, j'espère, à un moment donné, avoir cette vision unifiée du risque. On va être peut-être via la gouvernance, être en capacité à dire j'ai un risque sûreté et j'ai quelqu'un qui fait de la sûreté, j'ai un risque sur de la fraude, mes métiers, je sais pas, quelqu'un qui copie mes produits, et j'ai quelqu'un qui est sur de la partie peut-être réputation de l'entreprise. Chacun travaille dans son silo, mais le risque, il est global. Donc peut-être que là, il y a une piste à exploiter dans les années, les mois qui viennent, où on pourrait dire, bon, chacun reste dans son précaré parce que c'est un métier, on fait pas de la sûreté comme on fait de la cyber. Par contre, moi, en tant que directeur ou directeur général de la société, je me dois de gérer ça un peu comme un risque, une vision globale du risque, et peut-être, j'espère, que ça va descendre un petit peu dans la pyramide là pour aller atteindre les ETI ou en tout cas des sociétés qui ont peut-être les moyens, même s'ils sont petites. C'est totalement, enfin, nous on s'occupe d'entreprises comme ça, justement. Là, il y a un conflit au Moyen-Orient. Par exemple, on a des entreprises qui vont potentiellement avoir des
des usines ou des emprises dans certains endroits de la région. Nous, on les aide à comprendre déjà le contexte politique, comment ça peut évoluer, faire un peu de prospective. Mais un des outils qui est extrêmement utile, c'est justement la géographie et la cartographie. Donc, quand on cartographie déjà où se trouve mon emprise physique, je peux déjà comprendre quels sont les problèmes autour. Mais cette cartographie peut être complétée sur plusieurs couches. Donc, il y a la couche physique, on a aussi la couche logique. Donc, j'ai cette filiale, comment je m'y connecte, comment mes données sont routées, je dépends de quel opérateur. Ça, c'est des choses qu'on a mis en place, notamment une cartographie des routes de données avec un projet de recherche qui s'appelle DataRoute. Donc, on peut cartographier les données, notamment BGP, pour permettre de comprendre, voilà, notre fournisseur d'accès Internet, où il se connecte, il est dépendant de quel chemin, et est-ce qu'il y a un problème. Et ensuite, il y a la couche sémantique, c'est ce que vous expliquez, plutôt sur la partie réputation. Et on peut aussi mettre en place des veilles qui peuvent permettre de suivre à la fois l'activité sécuritaire, mais aussi les parties qui sont là à la réputation de l'entreprise. Et en fait, l'outil géographique, donc essayer de comprendre le cyber à travers toutes ces couches qui sont physiques, logiques, sémantiques, mais on peut avoir un peu un diagnostic de sécurité pour des entreprises qui veulent comprendre à un instant T, bon, qu'est-ce que je risque ? Au niveau international, je suis soumis à quelle pression et qu'est-ce que je peux faire? Bon, des fois, les nouvelles sont pas toujours bonnes. Des fois, c'est un peu compliqué. Mais je pense que même pour les entreprises, avoir cette vision un peu cartographique et penser les vulnérabilités en essayant de les identifier et les cartographier, ça permet aussi d'avoir des leviers et de se dire qu'on n'est pas totalement démuni par rapport au risque géopolitique. Bon, bien sûr, si l'État russe attaque une petite entreprise dans des régions rurales en France, bon, c'est un peu compliqué, mais au moins on peut comprendre ce qui se passe et on n'est pas totalement démuni. Et je pense que aussi ce type d'initiative médiatique, le fait qu'on fait un peu de la vulgarisation aussi, c'est extrêmement important parce qu'en France, il y a une appétence maintenant pour la question géopolitique. Il faut savoir que c'est même enseigné maintenant dans les lycées. Donc, il y a une option géopolitique. Et donc, on a des jeunes maintenant qui sont en train de se former à ces questions et qui vont venir peut-être dans vos organisations, dans les organisations cyber, et qui vont être formés un peu à essayer déjà de comprendre un peu ces rapports de force. Je voulais rajouter un petit point qui explique le fait que le module géopolitique marche bien en ce moment, parce qu'on a aussi ce ressenti, nous, sur le terrain, c'est que dans les entreprises, alors peut-être un peu moins de 100 000, mais on a des directions sûreté d'un côté, avec des gens qui sont souvent des anciens de certains services de l'État, des militaires ou autres, des gens qui sont physiques, au vrai sens du terme, qui ont une notion de la menace physique. J'ai mes barrières, je mets des caméras, quelles sont les heures d'ouverture, etc., etc. Comment je protège mes emprises ou autres. De l'autre côté, on a une direction qui fait la cybersécurité. Globalement, pour le chef, c'est ça. À l'intérieur, il y a la threat intel. Et les gens de la sûreté, qui sont des gens, des militaires, des gens qui ont pas forcément une conscience très approfondie des risques géopolitiques, mais qui ont cette notion-là, de se dire, il se passe des choses, le monde devient de plus en plus dangereux, et en termes de sûreté, ça peut avoir des répercussions. Et ils ont raison de penser ça, parce qu'il y a beaucoup d'attaques cyber, il y a beaucoup de phénomènes numériques, on va le dire comme ça, qui se sont transformés aussi dans la vraie vie. On a parlé de Volt Typhoon, qui sont des groupes chinois qui ont attaqué les États-Unis sur des infrastructures critiques civiles. Et j'étais dans un sommet tout à l'heure, il y a encore quelques heures, il y a des Américains qui disaient que c'est l'équivalent de mettre une bombe sur des pipelines. C'est une bombe numérique, mais c'est une bombe. Et donc, les gens de la sûreté se sont dit, ce truc-là, ça, moi, je maîtrise pas, là, ce truc-là. C'est le truc, c'est les techos, là. C'est ceux qui, ça, c'est le truc technique, je le maîtrise pas. Et ça a un impact sur la sûreté. Ça a un impact sur mes sujets à moi. Donc, il va falloir que je récupère le contrôle de ce truc-là. Et je veux ramener la responsabilité, ou en tout cas avoir une vue sur ce sujet qui est la CTI et les risques inhérents au numérique, si je le fais plus largement. Et l'inverse est vrai aussi dans une moindre mesure, en tout cas de ce que je peux voir moi de mon côté, c'est que les techos, et je le dis, je suis un techos, donc j'assume complètement, c'est pas du tout péjoratif, se sont aussi dit, ça a des répercussions, ça s'inscrit dans un truc un peu plus grand, et il faut que je comprenne peut-être le contexte dans lequel tout ça s'inscrit. Je peux pas juste faire de la technique pour de la technique, il faut que je comprenne un peu le truc autour. Et c'est ça qui fait que Recorded Future marche bien et que toutes les sociétés qui font de la threat intelligence marchent de mieux en mieux parce que il y a
on commence à prendre conscience, un peu ce que je racontais tout à l'heure, sur c'est important quand même de connaître son environnement. Ouais. Alors, on va encore faire une question avant la fin de cette émission, mais avant de vous poser ma dernière question, je vais vous donner le résultat donc, du sondage. Je répète la question. Pensez-vous que votre entreprise est aujourd'hui une cible potentielle d'une crise cyber liée à un conflit international ou à des tensions géopolitiques? On a 66,7% qui répondent oui et 33,3% qui répondent non et 0% qui répondent ça dépend. Voilà, on est c'est soit oui, soit non sur cette question. Alors, dernière question, quels sont les pays qui aujourd'hui sont les plus gros sponsors de groupes cybercriminels? Est-ce que vous avez des exemples? C'est assez clair. Il y a quand même cités, 4 grands, ouais. Chine, Corée du Nord, Iran, Russie. Donc bon, c'est les acteurs classiques. Mais maintenant, on a des nouveaux acteurs qui sont en train d'émerger, notamment, je pense, au niveau du continent asiatique, donc des pays qui sont en train de se doter de capacités cyber, qui font face à de nombreuses cyberattaques chinoises et qui essayent en tout cas de se doter de capacités offensives avant même de bien se défendre. Donc on a des pays qui émergent, par exemple un pays comme le Vietnam qui a un système politique assez similaire à celui de la Chine, qui commence à mener des opérations notamment qui visent à capter de la propriété intellectuelle, à attaquer certaines entreprises qui sont implantées dans le pays. Et on a d'autres acteurs, même par exemple comme l'Inde, qui s'étaient jamais attaqués à des acteurs européens et qui récemment ont commencé à aussi mener des opérations ciblant des institutions européennes. Donc, je pense que c'est aussi important de rappeler ici qu'il ne faut pas oublier d'ouvrir un peu ses écoutilles, de ne pas toujours penser aux grands acteurs classiques, notamment les acteurs chinois qui posent un gros problème, mais qu'on voit aussi émerger des nouveaux groupes, pas forcément liés toujours à des États, mais aussi liés à des groupes qui peuvent être plutôt aussi activistes. Il y a eu une attaque en France récemment menée par des groupes malaisiens. Donc la Malaisie qui mène une attaque contre la France, ça peut paraître un peu étonnant, mais en fait, dans ces pays, même si l'État n'a pas les moyens d'organiser des capacités cyberoffensives, on a des jeunes, donc des démographies assez jeunes, qui peuvent se former et qui vont se mobiliser surtout pour des questions politiques, mais qui peuvent aussi se mobiliser pour des questions lucratives et qui vont participer notamment à des compétitions CTF, donc Chase the Flag. Un pays intéressant, par exemple, où il y a une asymétrie totale entre les moyens de l'État et les capacités des jeunes qui participent au CTF, c'est par exemple un pays comme l'Indonésie, où en fait on a de très nombreuses équipes CTF qui ne sont pas forcément les meilleures, mais qui participent à ces compétitions. Et par contre, un État qui est totalement dépourvu de capacités, en tout cas cyberoffensives, dirigées vers l'étranger, mais qui pourrait émerger à l'avenir. Donc j'attire l'attention sur aussi ces pays qui sont en train de se doter de capacités et l'environnement va devenir de plus en plus complexe. Nous, on l'a vu aussi, des pays qu'on n'étudiait pas du tout sont devenus des vraies menaces, notamment pour le territoire français. Par exemple, l'Azerbaïdjan, pays qui est assez peu connu, mais qui a mené des opérations informationnelles extrêmement offensives dans les territoires d'outre-mer, notamment en Nouvelle-Calédonie et aussi à Mayotte. Et bon, en gros, on les a pas vus venir, les Azerbaïdjanais, mais ils ont des moyens, ils ont une vision stratégique et ils sont là pour rester. Et je pense que c'est assez important de comprendre aussi que dans ce sud global, on a des nouvelles alliances qui se créent, des pays qui se forment entre eux. Par exemple, un pays comme la Turquie va travailler avec les Azerbaïdjanais et les Pakistanais et peuvent se mobiliser en cas de crise sur des questions informationnelles. On l'avait par exemple vu aussi au moment du boycott contre des entreprises françaises qui venaient notamment de pays au Moyen-Orient et de pays musulmans, où là, en fait, des solidarités sont créées entre différents groupes cyberactivistes qui n'étaient pas dans le radar. Donc je pense que ça, c'est important de le mentionner. Moi, je compléterais peut-être, on n'a quasiment pas parlé d'IA, c'est étonnant. Donc, incroyable, ça. Peut-être un point sur l'IA, je partage complètement ton point de vue, mais je pense qu'avec l'apparition de l'IA, qu'on peut assez facilement récupérer. Il y a plein de groupes qui partagent des infos sympas, des plateformes sympas basées sur certains LLM qu'on peut avoir on-prem. Enfin, on peut très facilement mettre en place une plateforme un peu offensive. Je pense que ça ouvre complètement les opportunités à peu près à tout le monde. Tu l'as dit avec le Grand Sud, mais aussi les proxys peut-être de certains pays. Peut-être que c'est les Chinois, peut-être les Iraniens derrière, mais finalement tu es attaqué par un autre pays. Mais donc entre l'IA qui donne les moyens à peu près
après à tout le monde d'attaquer tout le monde. En effet, peut-être un changement de polarisation au niveau de la planète. Hein, on ne parle plus des mêmes pôles. Et puis les proxys, ça brouille un peu les cartes et ça peut venir de partout, en effet. Ouais. Et c'est vrai que le coût d'entrée, c'est vraiment abaissé. Ouais. Et c'est là où, en fait, ça devient de plus en plus compliqué de se passer même d'outils d'IA pour assurer sa sécurité. Et c'est là où des grandes entreprises qui ont déjà un monopole sur certains marchés vont se positionner en disant vous ne pourrez pas vous sécuriser, notamment dans les pays en développement, vous ne pourrez pas vous sécuriser car il y a la vague IA, donc des gens, même à l'intérieur de votre pays, peuvent vous attaquer. Donc, vous devez placer tous vos services gouvernementaux, notamment chez AWS, pour vous sécuriser, parce que nous, on a des outils d'IA qui permettent de vous sécuriser. Donc, en fait, il peut y avoir un effet d'enfermement technologique qui va en fait s'accélérer avec cette nouvelle vague. Donc voilà. Alors, je voudrais qu'on revienne quand même sur la typologie parce que on parlait tout à l'heure de l'importance du contexte. Et quand on définit les grands pays qui attaquent, en fait, ça veut tout et rien dire. Parce que les États-Unis sont un des plus gros pourvoyeurs de cyberattaques. Et ils ont une capacité folle, ils ont un budget fou. Et il faut le dire. Il y a un moment donné, on a bien pointé la Chine et la Russie, mais en vrai, la Chine, c'est vrai. Ils sont extrêmement nombreux. C'est les Américains. Une fois, j'ai été reçu à Washington dans le cadre d'une délégation et on était avec des officiels américains. Ils nous disaient, pour un hacker américain, il y en a 50 Chinois. C'est pas qu'ils sont plus intelligents que nous. C'est juste qu'ils sont plus nombreux. Donc, proportionnellement, évidemment, ils ont beaucoup de gens très intelligents. C'est normal parce qu'ils sont plus nombreux. Et la question, c'est que au niveau étatique, effectivement, les Chinois sont très forts. Les Nord-Coréens sont très bons dans leur domaine, pour leur motivation, qui n'est pas la même que les Chinois, qui n'est pas la même que les Américains. Les Pays-Bas sont très forts en offensif. Tu as parlé du Vietnam, on a beaucoup de scammers, on a beaucoup de gens qui ont des fermes, des bots, qui sont capables de faire un certain type d'arnaque et qui sont, pour certains, au niveau industriel. Donc chacun a ses spécialités, chacun a ses motivations. La Russie est très connue, mais pourquoi la Russie est très connue ? Pour sa communauté de cybercriminels, qui elle est intéressée principalement par l'argent, mais qui parfois est instrumentalisée par les services de l'État pour aller récupérer l'information, parce que c'est un véhicule qui est intéressant pour eux, pour cacher un peu leur opération. Et ça va se complexifier. Ça va se complexifier parce qu'on arrive dans un monde où on va pas être en capacité de faire de l'attribution. On va avoir des pays qui vont attaquer à droite, à gauche. On en a parlé tout à l'heure. On va sur une privatisation de l'offensive cyber de la part des Américains. On l'a déjà sur le côté chinois. Après, le côté chinois reste relativement en Chine, mais on va avoir plein d'acteurs qui aujourd'hui vont un peu se répartir partout dans le monde. Et ce serait faux de se dire que aujourd'hui c'est le monde de oui, ça n'existe pas. Des sociétés françaises qui sont ailleurs et qui font de l'offensif, il y en a. Des sociétés américaines qui sont ailleurs qu'aux États-Unis et qui font de l'offensif, il y en a déjà. Donc on va sur une amplification de quelque chose qui aujourd'hui est un peu sous le radar et c'est normal, mais ça va s'amplifier. Chacun va avoir ses propres motivations, ses propres méthodes, et c'est là l'importance de ce type d'outils et de la threat intel au général, c'est dans ce bazar ambiant, c'est de se dire, qu'est-ce qui se passe en vrai ? Est-ce que je peux tirer du sens de tout ça ? Et quelle est la situation, en tout cas pour mon périmètre qui me concerne ? Et juste pour ajouter sur ce que vous disiez, il y a une segmentation fonctionnelle, même entre des groupes cybercriminels étrangers. On a vu récemment dans des rapports sud-coréens que les Nord-Coréens sont en train de se spécialiser spécifiquement dans la compromission et donc des méthodes qui sont un peu plus sophistiquées, notamment sur l'ingénierie sociale. Mais par contre, ils vont sous-traiter aux groupes cybercriminels russophones la partie rançongiciel. Donc ils vont générer des revenus, mais donc on a aussi une segmentation du travail entre les acteurs de la menace qui est à surveiller. Il faut profiter des talents des uns et des autres. Mais écoutez, on arrive à la fin de cette émission. On pourrait encore, j'ai l'impression, continuer, mais malheureusement, on arrive à la fin. En tout cas, merci beaucoup d'avoir répondu à mes questions. Merci également au public qui nous a suivis, à tous ceux qui ont voté. Ce soir, on était en partenariat avec Recorded Future, mais comme toujours, vous pouvez retrouver notre contenu sur YouTube. N'hésitez pas à liker, commenter, partager. Dites-nous ce que vous en avez pensé. Et je vous dis à une prochaine fois pour un nouvel épisode des Tables Rondes des Experts. Merci.